Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur d'une possible nouvelle ère pour l'Afrique. Ah oui, Oui. En s'intéressant en particulier à la relation entre le Burkina Faso et le Ghana. d'accord. On a des sources assez fascinantes qui suggèrent que ces deux pays prennent des mesures assez audacieuses pour se libérer de siècles de dépendance imposés par l'Occident. Dépendance donc. Oui. Alors comment font-ils? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Ce qui est captivant, c'est cette volonté affichée de rompre avec le passé Oui. et de tracer une nouvelle voie, une voie panafricaine. Absolument. Et ça commence par des déclarations d'indépendance assez percutantes. Oui, Le sommet entre les présidents du Burkina Faso et du Ghana a été marqué par des discours forts, imprégnés d'un sentiment panafricain puissant. On sent une réelle volonté de s'affranchir de la tutelle occidentale. Vous avez analysé ces discours, qu'est-ce qui vous a marqué? il est crucial de replacer ces initiatives dans leur contexte historique. L'influence occidentale en Afrique, ce sont des siècles de relations complexes, souvent marquées par l'exploitation et la domination. Bien sûr. Ces nouveaux projets, notamment dans les domaines aériens et énergétiques, remettent en question ces rapports de force traditionnels. D'accord. Prenons l'exemple du projet de liaison aérienne directe entre Accra et Ouagadougou. Oui. Le président ghanéen a annoncé avec fierté le lancement prochain de cette ligne par une compagnie nationale. Ah oui, une compagnie aérienne 100% africaine. C'est un gros changement par rapport aux monopoles aériens occidentaux qui ont dominé le ciel africain pendant si longtemps. Exactement. Pendant des décennies, ces compagnies ont imposé leurs tarifs, souvent exorbitants, Oui. limité l'accès des Africains à leur propre continent et freiner l'intégration régionale. Oui. C'était une stratégie pour maintenir leur emprise économique. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que cette nouvelle compagnie aérienne va changer? On parle de quels avantages pour les voyageurs africains? Imaginez des vols directs entre capitales africaines. Sans escale en Europe. Déjà, ça réduit le temps de voyage, ça facilite les échanges commerciaux Oui, et ça diminue les coûts. Le potentiel est énorme en termes de développement économique et d'intégration régionale. c'est vrai que ça pourrait booster le tourisme intra-africain et encourager les échanges culturels. Mais est-ce que cette compagnie a les moyens de concurrencer les géants occidentaux? C'est une question pertinente. Le défi est de taille. Mais le Ghana mise sur une stratégie de prix compétitif et de services adaptés aux besoins des voyageurs africains. Le succès dépendra aussi de la capacité à mobiliser les investisseurs africains et à construire des partenariats solides. Oui. C'est un pari audacieux, mais qui pourrait changer la donne. Et on ne parle pas que de transport aérien. Le projet de gazoduc Accra-Bolgatanga, qui doit être étendu au Burkina Faso, est une autre initiative majeure. Là, on touche à un enjeu crucial, les ressources énergétiques. Absolument. Et là encore, le message est clair. L'Afrique veut contrôler ses propres ressources. On sait que les puissances occidentales ont longtemps exploité les richesses du continent, laissant derrière elles un héritage de pauvreté et de dépendance. Ce gazoduc, c'est une façon de dire « Stop, on arrête de vous laisser piller nos richesses. On va les utiliser pour notre propre développement, pour le bien-être de nos populations. » C'est une position forte. Mais est-ce que le Burkina Faso et le Ghana ont les capacités techniques et financières pour mener à bien un tel projet, père? Ce projet nécessite effectivement des investissements importants et une expertise pointue. C'est pour cela que ces deux pays cherchent à diversifier leurs partenaires, en se tournant vers d'autres pays africains, mais aussi vers des puissances émergentes comme la Chine ou l'Inde. L'objectif est de ne pas retomber dans une relation de dépendance exclusive avec l'Occident. Oui. C'est un exercice d'équilibriste. C'est une stratégie intéressante. En diversifiant leurs partenaires, ils s'assurent une plus grande marge de manœuvre. Et limitent les risques de pression politique ou économique. Exactement. C'est un signal fort envoyé aux puissances occidentales. Nous ne sommes plus les vassaux de l'Occident. Nous sommes capables de nous prendre en charge, de construire notre propre avenir, selon nos propres termes. Alors, est-ce que ces initiatives du Burkina Faso et du Ghana marquent vraiment un tournant dans les relations entre l'Afrique et l'Occident? C'est une question complexe. Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais ce qui est certain, c'est que ces actions audacieuses témoignent d'une nouvelle dynamique, d'une volonté croissante de l'Afrique de s'affirmer sur la scène internationale et de prendre son destin en main. Et ce n'est pas fini. On a vu des initiatives dans le domaine aérien, énergétique, mais il y a d'autres aspects importants à explorer. On y reviendra dans la suite de notre Deep Dive. D'ici là, je vous laisse réfléchir à cette question. Est-ce que ces initiatives vont faire tache d'huile? Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle Afrique? À bientôt pour la suite de l'exploration. Ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique ne se limite pas aux infrastructures ou à l'énergie.
Le Burkina Faso se tourne également vers le Ghana pour son approvisionnement en électricité. C'est vrai, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ça mérite qu'on s'y attarde. Tout à fait. Imaginez un peu. Le Burkina Faso enclavé pourrait bientôt s'appuyer sur l'énergie produite par son voisin ghanéen. C'est un symbole fort de solidarité panafricaine, mais aussi une solution pragmatique pour un pays qui fait face à des défis énergétiques importants. Justement, parlez-nous de ces défis. Pourquoi le Burkina Faso est-il si dépendant de l'aide extérieure en matière d'énergie ? Le Burkina Faso est un pays confronté à une forte croissance démographique et une demande énergétique en constante augmentation. Ses infrastructures électriques sont insuffisantes et vieillissantes. Résultat, des coupures de courant fréquentes qui freinent le développement économique et social. Donc en se tournant vers le Ghana, le Burkina Faso cherche à sécuriser son approvisionnement énergétique et à se libérer de cette dépendance qui le fragilise. Exactement. C'est une stratégie à double tranchant. D'un côté, cela renforce les liens entre les deux pays et favorise l'intégration régionale. De l'autre, cela permet au Burkina Faso de diversifier ses sources d'approvisionnement et de gagner en autonomie. C'est une démarche pragmatique et politique à la fois. On voit bien que ces initiatives s'inscrivent dans un mouvement plus large de rejet du modèle d'aide et d'intervention occidentale. On sent une volonté de prendre son destin en main, de s'appuyer sur ses propres forces. Mais est-ce que ce rejet de l'aide occidentale est vraiment réaliste ? Est-ce que l'Afrique peut se passer totalement de l'aide des pays développés ? C'est un débat complexe et passionnant. Il est évident que l'Afrique a besoin d'investissements massifs pour se développer, et que ces investissements peuvent venir de l'extérieur. Mais il est crucial de changer la nature de ces investissements. Il ne s'agit plus d'aide au développement souvent conditionnée à des réformes politiques ou économiques dictées par les pays donateurs, mais de partenariats d'égal à d'égal basés sur le respect mutuel et le partage des bénéfices. C'est une vision ambitieuse, mais est-ce qu'elle est partagée par tous les pays africains ? Bien sûr, il y a des divergences de point de vue, des intérêts parfois contradictoires. L'Afrique n'est pas un bloc monolithique. Mais on constate une prise de conscience croissante de la nécessité de s'unir, de coopérer, de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Les initiatives du Burkina Faso et du Ghana s'inscrivent dans cette dynamique. D'ailleurs, certains observateurs y voient les prémices d'une nouvelle forme de panafricanisme plus pragmatique, moins idéologique que par le passé. Qu'en pensez-vous ? Le panafricanisme a connu des hauts et des bas au cours de l'histoire. Aujourd'hui, il me semble qu'il prend une forme nouvelle, plus concrète, plus ancrée dans les réalités économiques et politiques du continent. On ne parle plus seulement d'unité politique, mais aussi d'intégration économique, de coopération énergétique, de solidarité culturelle. C'est un panafricanisme du quotidien qui se construit à travers des projets concrets, des échanges de personnes et d'idées. Et ce panafricanisme du quotidien, est-ce qu'il est capable de transformer le continent ? Est-ce qu'il peut permettre à l'Afrique de s'affirmer comme une puissance mondiale ? C'est une question fondamentale. L'Afrique a un potentiel immense, mais elle doit surmonter de nombreux défis. La pauvreté, les conflits, la corruption, le manque d'infrastructures. Le panafricanisme peut être un moteur de développement à condition qu'il se traduise par des actions concrètes, par des projets qui bénéficient à l'ensemble des populations africaines. Alors pour revenir au cas du Burkina Faso et du Ghana, est-ce que ces initiatives sont un modèle à suivre pour les autres pays africains ? Chaque pays a sa propre histoire, ses propres défis, ses propres solutions. Il n'y a pas de modèle unique. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple du Burkina Faso et du Ghana, c'est cette volonté de coopérer, de s'entraider, de construire ensemble un avenir meilleur. C'est un message d'espoir pour tout le continent. Et c'est ce message d'espoir qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On a vu comment deux pays africains, le Burkina Faso et le Ghana, prennent des initiatives audacieuses pour s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de l'Occident et construire un avenir plus solidaire et plus autonome. On vous laisse réfléchir à la question suivante. Est-ce que ces initiatives sont le signe d'une nouvelle ère pour l'Afrique ? On se retrouve très bientôt pour la suite de notre Deep Dive. Ce qui est fascinant avec ces initiatives, c'est qu'elles nous invitent à repenser la relation entre l'Afrique et le reste du monde. On a souvent présenté l'Afrique comme un continent passif, dépendant de l'aide internationale. Mais ces exemples concrets montrent une autre réalité. Oui, on voit bien que le Burkina Faso et le Ghana cherchent à s'affirmer comme des acteurs à part entière, capables de négocier d'égal à égal avec les puissances occidentales, mais aussi avec les nouveaux acteurs globaux comme la Chine ou l'Inde. Absolument. C'est une nouvelle forme de diplomatie qui se met en place, basée sur la diversification des partenariats et la défense des intérêts africains. On l'a vu avec le projet de gazoduc, on le voit aussi dans d'autres domaines comme la coopération militaire ou les négociations commerciales. Et cette nouvelle approche, comment est-elle perçue par les populations africaines ? Est-ce qu'il y a un réel engouement pour ce panafricanisme plus pragmatique ? Il est difficile de généraliser, mais on observe une certaine fierté, un espoir que ces initiatives puissent contribuer à améliorer les conditions de vie.
à créer des emplois, à donner une image plus positive de l'Afrique. Bien sûr, il y a aussi des critiques, des sceptiques qui craignent que ces projets ne profitent qu'à une élite et que la corruption persiste. C'est vrai que la question de la gouvernance est centrale. Est-ce que ces initiatives panafricaines peuvent contribuer à renforcer la démocratie, la transparence, la lutte contre la corruption? C'est un enjeu majeur. L'intégration régionale, la coopération économique peuvent créer une dynamique positive, en favorisant la circulation des idées, en renforçant la société civile, en créant des mécanismes de contrôle mutuel. Mais il faut être vigilant, s'assurer que ces projets bénéficient à l'ensemble de la population et ne servent pas à enrichir une minorité. Donc, pour résumer, on peut dire que les initiatives du Burkina Faso et du Ghana sont porteuses d'espoir, mais qu'il faut rester prudent, ne pas tomber dans un optimisme naïf. Exactement. L'Afrique est un continent en mouvement, plein de contradictions, de défis, mais aussi d'opportunités. Il est important de suivre ces initiatives avec attention, d'en analyser les succès et les limites, de les confronter aux aspirations des populations africaines. C'est un sujet passionnant et complexe, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais on arrive à la fin de notre deep dive. On espère que cette exploration vous a éclairé sur ce moment charnière de l'histoire africaine. N'hésitez pas à creuser le sujet, à vous informer, à partager vos réflexions. Et surtout, gardez à l'esprit que l'avenir de l'Afrique se construit aujourd'hui et que nous avons tous un rôle à jouer. L'Afrique est un continent en pleine mutation. Ces initiatives panafricaines sont autant de signes d'une nouvelle ère qui s'ouvre, une ère où l'Afrique s'affirme, prend son destin en main et trace sa propre voie vers le développement et la prospérité. Restez à l'écoute, l'histoire ne fait que commencer. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette deep dive. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau plongeon au cœur des sujets qui font bouger le monde. Voilà dans la prochaine!